Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Philippe pour la lecture des chapitres 4, 5 et 6 du roman Le Passeur de Lois Lowry. Alors, bonne lecture. Jonas pédalait lentement en jetant un coup d'œil aux bicyclettes garées près du bâtiment pour voir s'il repérait celle d'Asher. Il passait rarement ses heures de bénévolat en compagnie de son ami parce que Asher avait tendance à faire le pitre, ce qui rendait tout travail sérieux un peu difficile. Mais maintenant que ses 12 ans approchaient à vive allure et que le bénévolat allait se terminer, cela ne semblait plus avoir d'importance. Pouvoir librement choisir où passer ses heures avait toujours paru à Jonas un luxe délicieux. Les autres heures de la journée étaient réglées avec tant de minutie. Il se rappelait l'époque où il était devenu à 8 ans. Il était devenu un 8 ans, comme Lily bientôt, et où il s'était retrouvé confronté à cette liberté. Les 8 ans abordaient toujours leurs premières heures de bénévolat un peu nerveusement, en riant et en se poussant du coude. Ils passaient presque toujours leur temps dans la cour de récréation, un endroit où ils se sentaient à l'aise pour surveiller les plus jeunes. Peu à peu, ils acquéraient une maturité et confiance en eux, et bien conseillés, s'orientaient vers d'autres tâches plus proches de leur centre d'intérêt et de leurs aptitudes. Un 11 ans du nom de Benjamin avait passé l'intégralité de ses 4 années de bénévolat au centre de soins à s'occuper des citoyens qui avaient été blessés. On dirait qu'il en savait autant maintenant que les directeurs du centre et qu'il avait même mis au point des machines et des méthodes pour accélérer la guérison des patients. Personne ne doutait qu'on lui attribuerait un poste dans ce secteur et qu'on le dispenserait probablement d'une grande partie de la formation. Jonas était impressionné parce que ce que Benjamin avait accompli. Il le connaissait bien sûr, puisqu'il faisait partie du même groupe d'âge, mais ils n'avaient jamais évoqué ensemble les hauts faits du garçon car une telle discussion eût mis Benjamin mal à l'aise. Il n'y avait pas de moyen de parler de sa réussite sans enfreindre la loi qui interdisait de se vanter, même si on n'en avait pas l'intention. C'était une loi secondaire, un peu comme celle sur l'impolitesse, qui n'entraînait qu'une petite réprimande si on ne la respectait pas. Mais tout de même, mieux valait ne pas se mettre dans une situation régie par une loi si facile à transgresser. La zone résidentielle dans le dos, Jonas pédala parmi les structures communautaires, espérant localiser la bicyclette d'Asher près d'une petite usine ou d'un bureau. Il dépassa le centre des enfants où Lily se rendait tous les jours après l'école et les terrains de jeu qui l'entouraient. Il traversa la place centrale et le grand auditorium où avaient lieu les réunions publiques. Jonas ralentit et vérifia les plaques d'identification des vélos garés à l'extérieur du centre nourricier. Puis il examina ceux qui étaient près du centre de distribution des aliments. C'était amusant d'aider aux livraisons, et il aurait aimé que son ami y soit, car ils auraient pu faire ensemble la tournée quotidienne et porter les cartons de provisions dans les habitations de la communauté. Mais il finit par trouver le vélo d'Asher incliné comme d'habitude, et non pas vertical comme il aurait dû l'être, près de la maison des anciens. Il n'y avait qu'un autre vélo d'enfant garé là, celui d'une 11 ans nommée Fiona. Jonas aimait bien Fiona, c'était une bonne élève, calme et polie, mais qui savait s'amuser aussi. Et cela ne le surprit pas de voir qu'elle travaillait aujourd'hui avec Asher. Il rangea soigneusement son vélo à côté des leurs et entra dans l'immeuble. « Bonjour, Jonas, dit la préposée à l'entrée. Elle lui tendit la feuille de présence qu'il remplit et apposa son tampon officiel à côté de la signature du garçon. Toutes ces heures de bénévolat seraient minutieusement comptabilisées dans la grande salle des registres publics. Parmi les enfants, on racontait qu'une fois, il y a longtemps, un 11 ans s'était entendu dire à la cérémonie des 12 ans qu'il n'avait pas effectué le nombre réglementaire d'heures et qu'on ne pouvait pas, par conséquent, lui donner son attribution. On lui avait accordé 1 mois supplémentaire pour terminer ses heures,
Puis il avait reçu son attribution en privé, sans célébration, sans applaudissements. Cette infamie avait définitivement assombri son avenir. On est content de voir des bénévoles aujourd'hui, dit la préposée. Nous avons célébré un élargissement ce matin. Ça nous décale toujours un peu dans notre programme et les choses s'accumulent. Elle consulta une feuille imprimée. Voyons, Asher et Fiona donnent un coup de main dans la salle de bain. Et si tu les rejoignais, tu sais où c'est, non? Jonas acquiesça, la remercia et s'engagea dans le long couloir. Il jeta au passage un coup d'œil dans les chambres qui se trouvaient des deux côtés. Les anciens étaient assis, certains discutaient entre eux, d'autres se livraient à des travaux manuels. Quelques-uns dormaient. Chaque pièce était confortablement meublée, le sol recouvert d'une épaisse moquette. C'était un endroit calme et serein, contrairement au centre de fabrication et de distribution où le travail quotidien de la communauté se déroulait dans une atmosphère affairée. Jonas était content d'avoir, au fil des années, accompli ses heures de bénévolat dans des endroits divers, car cela lui avait permis de comparer les expériences. Toutefois, le fait de ne pas s'être concentré sur un domaine impliquait aussi, il s'en rendait compte, qu'il n'avait pas la moindre idée, pas même un indice, de ce que serait son attribution. Il rit doucement. « Tu penses encore à la cérémonie, Jonas. » Quoiqu'il se doutait qu'avec la date de la cérémonie si proche maintenant, tous ses amis devaient en faire autant. Il rencontra un soignant qui marchait dans le couloir avec une ancienne. « Bonjour, Jonas, » dit le jeune homme en uniforme en lui souriant d'un air aimable. La femme dont il tenait le bras avançait toute courbée en traînant les pieds dans ses chaussons. Elle regarda dans la direction de Jonas et sourit, mais ses yeux sombres étaient voilés et sans expression. Il comprit qu'elle était aveugle. Il entra dans la salle de bain. L'air était chaud et humide et imprégné de l'odeur des produits de toilette. Il ôta sa tunique, l'accrocha au porte-manteau avec soin et revêtit la blouse de bénévole qui était rangée sur une étagère. « Salut, Jonas !» lança Asher depuis le coin où il se trouvait, agenouillé près d'une baignoire. Jonas aperçut Fiona à côté, près d'une autre baignoire. Il se leva la tête et lui sourit, mais elle était occupée à savonner doucement un homme allongé dans l'eau chaude. Jonas les salua, ainsi que les aides-soignants présents. Puis il se dirigea vers la rangée de chaises longues matelassées où d'autres anciens attendaient. Il avait déjà travaillé là. Il savait ce qu'il devait faire. « C'est ton tour, Larissa, » dit-il après avoir lu la plaque d'identification cousue sur le peignoir de la femme. « Je fais couler l'eau et je viens t'aider. » Il appuya sur le bouton de la baignoire vide la plus proche et le regarda se remplir d'eau chaude par les nombreux orifices situés sur les bords. Dans une minute, la baignoire serait pleine et l'arrivée d'eau s'arrêterait automatiquement. Il aida la femme à se lever, l'amena jusqu'à la baignoire, défit son peignoir et lui tint le bras tandis qu'elle entrait dans l'eau et s'asseyait. Elle s'adossa et émit un soupir de bien-être, la tête calée sur l'appui-tête rembourré. « Tu es bien ?» demanda-t-il, et elle fit signe que oui, les yeux fermés. Jonas versa du produit moussant sur l'éponge propre qui se trouvait sur le rebord de la baignoire et commença à savonner son corps frêle. La veille, il avait regardé son père donner un bain au nouveau-né. C'était à peu près la même chose. La peau délicate, l'eau bienfaisante, le lent mouvement de la main toute glissante de savon. Le sourire paisible et détendu de la femme lui rappelait le bain donné à Gabriel. La nudité aussi. Le règlement interdisait aux enfants et aux adultes de regarder la nudité des autres. Mais cette loi ne s'appliquait ni aux nouveau-nés ni aux anciens. Jonas en était content. C'était embêtant de devoir se couvrir quand on se changeait pour aller faire du sport. Et les excuses que l'on devait fournir si l'on avait, par inadvertance, posé son regard sur le corps de l'autre mettaient toujours dans l'embarras. Il ne voyait pas en quoi c'était nécessaire. Il aimait le sentiment de sécurité qui régnait dans cette pièce chaude et tranquille. Il aimait l'expression de confiance qu'il voyait sur le visage de la femme qui reposait dans l'eau, dénudée, exposée au regard et libre. Du coin de l'œil, il vit Fiona aider le vieil homme à sortir du bain et essuyer délicatement son corps mince et nu
avec un tissu absorbant. Elle lui passa son peignoir. Jonas pensait que Larissa s'était endormie, comme font souvent les anciens, et il faisait attention à ce que ses mouvements soient bien doux et réguliers afin de ne pas la réveiller. Il fut surpris de l'entendre parler, les yeux toujours fermés. Ce matin, nous avons célébré l'élargissement de Roberto. C'était formidable. Mais je connais Roberto, répondit Jonas. Je l'ai aidé à manger la dernière fois que je suis venu. Il y a juste quelques semaines. C'est un homme très intéressant. Larissa ouvrit les yeux d'un air joyeux. Ils ont raconté l'histoire de toute sa vie avant de l'élargir. Ils le font toujours, mais pour être honnête, c'est parfois un peu ennuyeux. J'ai même vu des anciens s'endormir pendant leur récit. Quand on a élargi Edna, il n'y a pas longtemps. Tu connaissais Edna? Jonas secoua la tête et ne se rappelait personne de ce nom. Bon, ils ont essayé de donner un sens à sa vie. Et bien sûr, toutes les vies ont un sens. Je ne veux pas dire qu'elles n'en ont pas, mais Edna tout de même. C'était une mère porteuse qui a travaillé ensuite au centre de production des aliments pendant des années, jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Elle n'a même pas eu de cellule familiale. Larissa leva la tête et jeta un regard à la ronde pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Puis elle avoua. Je ne pense pas qu'Edna était très futée. Jonas rit. Il rinça son bras gauche, le replaça dans l'eau et commença à lui savonner les pieds. Elle murmura de plaisir quand il lui massa la plante avec son éponge. Mais la vie de Roberto était formidable. Il a été instructeur dès 11 ans. Tu sais combien c'est important. Et il a fait partie du bureau de planification. Eh, miséricorde, je ne sais pas comment il trouvait le temps de tout faire. Il a aussi élevé 2 enfants qui réussissent très bien. Et c'est encore lui qui a dessiné les aménagements de la place centrale. Il n'a pas participé aux travaux, bien sûr. Ton dos maintenant. Penche-toi et je vais t'aider à te redresser. Jonas passa son bras autour d'elle et la soutint, tandis qu'elle s'asseyait. Il essora l'éponge sur son dos et se mit à frotter ses épaules anguleuses. Parle-moi de la cérémonie. Eh bien, il y a eu le récit de sa vie. On commence toujours par ça. Puis un toast. On a levé nos verres et on a applaudi. On a chanté l'hymne. Il a prononcé un délicieux discours d'adieu et plusieurs d'entre nous ont fait des petits discours pour lui souhaiter plein de bonnes choses. Mais pas moi, je n'ai jamais aimé parler en public. Il était ravi. Tu aurais dû voir son air quand il est parti. Jonas ralentit pensivement le mouvement de sa main sur le dos de l'ancienne. Larissa, qu'est-ce passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe au moment de l'élargissement à proprement parler? Où est-il parti exactement? Larissa haussa vaguement ses épaules nues et mouillées. Je ne sais pas. Je crois que personne ne le sait, à part le comité. Il nous a tous salués et puis il est parti, comme ils le font tous, par la porte spéciale de la chambre d'élargissement. Mais tu aurais dû voir son air. Je dirais que c'était le bonheur à l'état pur. Jonas sourit. J'aurais bien aimé voir ça. Larissa fronça les sourcils. Je ne sais pas pourquoi les enfants ne peuvent pas y assister. Pas assez de place, probablement. Ils devraient agrandir la chambre d'élargissement. Il faudra suggérer ça au comité. Peut-être qu'ils étudieront la question, dit Jonas d'un ton espiègle. Larissa fit entendre un petit gloussement. C'est ça. Et Jonas l'aida à sortir du bain. D'habitude, Jonas ne participait guère au rituel matinal qui consistait à raconter ses rêves en famille. Il rêvait peu. Il se réveillait parfois avec l'impression que des bribes de sommeil flottaient encore, mais il ne parvenait pas à les rassembler en quelque chose qui eût valu la peine d'être raconté lors du rituel. Mais ce matin, c'était différent. Il avait fait un rêve très frappant cette nuit-là. Son esprit se mit à errer, tandis que Lily, comme d'habitude, racontait un long rêve, un rêve effrayant cette fois-ci dans lequel elle avait pris le vélo de sa mère en infraction au règlement et où elle s'était fait attraper par les gardiens de l'ordre.
Ses parents écoutèrent attentivement et discutèrent avec Lily de l'avertissement que ce rêve lui avait envoyé. « Merci pour ton rêve, Lily. » Jonas prononça l'expression consacrée sans réfléchir et s'efforça de prêter meilleure attention, tandis que sa mère racontait un fragment de rêve, une scène troublante dans laquelle on l'avait punie pour une violation de loi qu'elle ne comprenait pas. Ils convinrent que cela venait sans doute de ce qu'elle avait ressenti quand elle avait puni à contre-cœur le citoyen qui venait d'enfreindre les lois principales pour la seconde fois. Papa déclara qu'il n'avait pas fait de rêve. « Gabi ?» demanda papa en se penchant vers le couffin dans lequel le nouveau-né, qui venait de prendre son biberon, gazouillait, prêt à être ramené au centre nourricier pour la journée. Ils rirent tous. On ne racontait ses rêves qu'à partir de l'âge de 3 ans. Et si les nouveau-nés faisaient des rêves, personne n'en savait rien. « Jonas ?» demanda maman. On lui posait toujours la question, mais même si tout le monde savait qu'il était très rare que Jonas eût un rêve à raconter. « Pour une fois, j'ai rêvé cette nuit. » Il s'agita sur sa chaise, le front plissé. « Bien, raconte-nous ça. » « Je me rappelle pas bien les détails, expliqua Jonas qui cherchait à recréer le rêve étrange dans son esprit. « Je pense que je me trouvais dans la salle de bain de la maison des anciens. »« C'est là que tu étais hier, » fit remarquer papa. Jonas acquiesça. Mais ce n'était pas tout à fait pareil. Il y avait une baignoire dans le rêve, mais une seule. Alors qu'en vrai, la salle de bain en a des rangées et des rangées. La pièce dans le rêve était chaude et moite, et j'avais ôté ma tunique, mais je n'avais pas mis de blouse, j'étais torse nu. Je transpirais à cause de la chaleur, et Fiona était là, comme hier. Asher aussi? Jonas secoua la tête. Non, il n'y avait que Fiona et moi, seuls dans la pièce, à côté de la baignoire. Elle riait, mais pas moi. J'étais presque un peu fâché contre elle dans le rêve, parce qu'elle ne me prenait pas au sérieux. Mais à propos de quoi? Jonas baissa les yeux sur son assiette. Pour une raison qui lui échappait, il se sentait un peu gêné. Je pense que j'essayais de la convaincre d'entrer dans la baignoire. Il marqua un temps. Il savait qu'il devait tout raconter, que c'était non seulement normal, mais nécessaire de raconter tout le rêve. Il se força à parler de la partie qui le mettait mal à l'aise. Je voulais qu'elle enlève ses habits et qu'elle entre dans la baignoire. Je voulais lui donner un bain. J'avais l'éponge à la main, mais elle ne voulait pas. Elle riait et elle disait non. Il leva les yeux sur ses parents. « C'est tout? » Ah non. Il leva les yeux sur ses parents. « C'est tout. Peux-tu décrire le sentiment le plus fort de ton rêve, mon garçon? » Jonas réfléchit. Les détails étaient troubles et vagues, mais le sentiment était clair, et ils le submergèrent de nouveau quand il y repensa. L'envie. Je savais qu'elle ne le ferait pas, et je crois que je savais qu'elle ne devait pas le faire, mais j'en avais tellement envie. Je pouvais sentir cette envie dans tout mon corps. « Merci pour ton rêve, Jonas, » dit maman après un instant. Elle lança un regard à papa. « Lily, il est l'heure d'aller à l'école. Est-ce que tu pourrais m'accompagner ce matin et surveiller le couffin du nouveau-né? Nous devons faire bien attention à ce qu'il ne se détache pas à force de gigoter. » Jonas fit mine de se lever pour aller chercher ses livres. Il trouvait surprenant qu'on n'eût pas discuté de son rêve en détail avant de le remercier. Peut-être le trouvait-il aussi déroutant que lui. « Attends, Jonas, j'écrirai un mot d'excuse à ton instructeur pour que tu n'aies pas à expliquer ton retard. » Jonas retomba sur sa chaise, perplexe. Il fit un signe de la main à papa et à Lily, qui quittaient l'habitation en portant Gabriel dans son couffin. Il regarda maman, qui débarrassait les restes du repas du matin et plaçait le plateau près de la porte d'entrée à l'intention de l'équipe de ramassage. Finalement, il se rassit à table auprès de lui. « Jonas, dit-elle avec un sourire, ce sentiment que tu as décrit comme une envie, c'était tes premières stimulations. On s'attendait, ton père et moi, à ce que cela t'arrive. Cela arrive à tout le monde, mais c'est arrivé à papa quand il avait ton âge, et cela m'est arrivé. Cela arrivera un jour à Lily, et c'est
Et très souvent, ajouta maman, cela commence par un rêve. Les stimulations. Il avait déjà entendu ce mot. Il se souvint qu'il était question des stimulations dans le livre des lois, bien qu'il ne se rappelât pas ce qu'il y était dit. Et de temps à autre, l'annonceur y faisait allusion. Attention, ceci est un rappel. Les stimulations doivent être signalées afin que le traitement puisse avoir lieu. Il n'avait jamais tenu compte de ce message parce qu'il ne le comprenait pas et qu'il ne semblait s'appliquer à lui d'aucune manière. Il y avait beaucoup d'ordres et de rappels lus par l'annonceur, dont, comme la plupart des citoyens, il ne tenait pas compte. « Est-ce que je dois les signaler » demanda-t-il à sa mère. Elle rit. « Tu viens de le faire en racontant ton rêve. C'est suffisant. Et le traitement alors » L'annonceur dit qu'un traitement doit avoir lieu. Jonas était accablé. Est-ce qu'il allait devoir, juste au moment de sa cérémonie des 12 ans, partir quelque part pour suivre ce traitement? Tout ça à cause d'un rêve idiot? Mais sa mère rit de nouveau, d'un rire rassurant et affectueux. Non, ce n'est que la pilule. Tu es prêt pour la pilule, c'est tout. C'est ça le traitement pour les stimulations. Le visage de Jonas s'éclaira. Il connaissait la pilule. Ses parents la prenaient tous les deux chaque matin, et aussi certains de ses amis. Une fois, il partait pour l'école à vélo avec Asher, quand le père d'Asher l'avait rappelé du pas de la porte. « Asher, tu as oublié ta pilule. » Et il avait rouspété pour la forme, avait fait demi-tour, puis était revenu rejoindre Jonas qui l'attendait. C'était le genre de choses sur lesquelles on ne posait pas de questions à un ami, parce qu'elle risquait de tomber dans cette catégorie inconfortable de ce qui était différent. Asher prenait une pilule tous les matins. Jonas, non. Il valait toujours mieux, et on risquait moins d'être impoli, ne parler que de ce qui était semblable. Jonas avalait le petit cachet que sa mère lui tendait. « C'est tout? »« C'est tout, » répondit-elle en remettant la bouteille à sa place. « Mais il ne faut pas oublier. Je t'y ferai penser pendant les premiers temps, mais ensuite, tu devras y penser tout seul. Si tu oublies, les stimulations reviendront. Parfois, il faut ajuster le dosage. » Asher l'apprend. Sa mère hocha la tête, puis, sans exprimer de surprise. Beaucoup de camarades de ton groupe d'âge doivent sans doute l'apprendre, les garçons en tout cas. Bientôt, tout le monde l'apprendra, les filles aussi. Pendant combien de temps est-ce que je devrais l'apprendre? Jusqu'à ce que tu entres à la maison des anciens. Pendant toute ta vie d'adulte, mais ça devient une routine. Au bout d'un moment, tu n'y feras même plus attention. Elle regarda sa montre. Si tu pars tout de suite, tu ne seras même pas en retard pour l'école. Dépêche-toi. Et merci encore pour ton rêve, Jonas, ajouta-t-elle tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Tout en pédalant rapidement sur le chemin, Jonas se sentit étrangement fier d'avoir rejoint le groupe de ceux qui prenaient la pilule. Pourtant, l'espace d'un instant, il se souvint de son rêve. C'était très agréable, bien que ce fût un peu vague. Il lui semblait avoir aimé la sensation que sa mère avait appelée stimulation. Il se rappela qu'à son réveil, il avait souhaité éprouver les stimulations de nouveau. Et puis, tout comme son habitation disparut derrière lui, tandis qu'il prenait un virage à bicyclette, le rêve s'évanouit. Un bref instant avec un vague sentiment de culpabilité. Il essaya de s'y accrocher, mais la sensation n'était plus là. Les stimulations avaient disparu. Chapitre 6. Lily, tiens-toi tranquille, s'il te plaît, répéta maman. Lily, debout devant elle, s'agitait. Je peux les attacher moi-même, dit-elle impatiemment. Je le fais toujours. Je sais, répondit maman, en réajustant les rubans sur les nattes de la petite fille. Mais je sais aussi qu'ils se défont constamment et que la plupart du temps, ils pendouillent dans ton dos à partir du début de l'après-midi. Aujourd'hui, au moins, qu'ils soient bien attachés et qu'il le reste toute la journée. Je n'aime pas les rubans. Je suis bien contente de n'avoir plus qu'un an à les porter, ronchonna Lily. Et l'année prochaine, j'aurai mon vélo aussi, ajouta-t-elle sur un ton plus joyeux. Il y a de bonnes choses chaque année, lui rappela Jonas. Cette année, tu vas commencer tes heures de bénévolat.
Et tu te souviens l'an dernier, quand tu es devenue une 7 ans, comme tu étais contente de recevoir la veste qui se referme par devant? La petite fille hocha de la tête et regarda sa veste avec ses rangées de gros boutons qui faisaient d'elle une 7 ans. Les 4, 5 et 6 ans portaient tous des vestes fermant dans le dos de façon à devoir s'entraider pour s'habiller et à apprendre ainsi l'interdépendance. La veste boutonnée par devant était le premier signe d'indépendance, le premier symbole bien visible du fait de devenir un grand. À 9 ans, la bicyclette serait un autre emblème important signifiant qu'on devenait partie intégrante de la communauté et qu'on s'éloignait progressivement du cocon de la cellule familiale. Lily sourit et se dégagea des mains de sa mère. « Et cette année, tu vas recevoir ton attribution, dit-elle à Jonas d'un ton excité. J'espère que tu seras pilote et que tu m'emmèneras voler. Sûrement, et j'aurai un petit parachute spécial juste à ta taille, et je t'emmènerai à, disons, 700 mètres d'altitude, et j'ouvrirai la porte. Et Jonas, l'avertit maman, je plaisantais. Je ne veux pas être pilote de toute façon. Si on me donnait l'attribution de pilote, je ferais appel. Allez, dit maman. Elle s'assura une dernière fois que les rubans de Lily tenaient bien. Jonas, est-ce que tu es prêt? As-tu pris ta pilule? Je veux être bien placé à l'auditorium. Elle poussa Lily vers la porte et Jonas les suivit. L'auditorium n'était pas loin à vélo. Lily, assise sur le siège accroché au porte-bagages de maman, faisait des signes à ses amis. À l'arrivée, Jonas rangea son vélo à côté de celui de maman et se fraya un chemin à travers la foule en cherchant à retrouver les camarades de son groupe. La communauté entière assistait à la cérémonie chaque année. Pour les parents, c'était 2 jours de vacances. Ils étaient assis tous ensemble dans la salle immense. Les enfants étaient assis par groupe d'âge et se rendaient un par un à l'estrade. Papa, lui, ne rejoindra pas tout de suite maman dans le public. Lors de la première cérémonie, celle du nom, les nourriciers emmenaient les nouveau-nés sur l'estrade. Jonas, depuis sa place au balcon avec les autres 11 ans, balaya l'auditorium du regard pour essayer d'apercevoir papa. Ce n'était pas difficile du tout de repérer sa section, qui se trouvait devant la scène. On entendait les vagissements et l'ébraillement des nouveau-nés qui se tortillaient sur les genoux des nourriciers. Pendant toutes les autres cérémonies, le public était silencieux et attentif. Mais, une fois par an, ils souriaient, tous avec indulgence, devant le raffut que faisaient les petits en attente d'un nom et d'une famille. Jonas finit par attirer le regard de son père et lui fit signe de la main. Papa sourit et lui rendit son signe, puis il tint la main du nouveau-né assis sur ses genoux pour qu'il fasse signe lui aussi. Ce n'était pas Gabriel. Gabi était au centre nourricier aujourd'hui, où l'équipe de nuit s'occupait de lui. Le comité lui avait fait grâce d'un sursis exceptionnel, lui accordant 1 année supplémentaire de soins avant d'être nommé et placé. Papa était intervenu auprès du comité en faveur de Gabriel, qui n'avait pas encore atteint le poids normal pour son âge, ni commencé à faire des nuits suffisamment longues pour qu'il puisse être placé dans une cellule familiale. D'ordinaire, un nouveau-né comme lui aurait été qualifié d'inadapté et élargi par la communauté. Au lieu de cela, suite à l'intervention de papa, Gabriel avait été qualifié d'incertain et on lui avait accordé 1 année de plus. Chaque membre de la famille, y compris Lily, avait dû signer un document dans lequel il s'engageait à ne pas s'attacher à ce petit visiteur et à le laisser partir sans protester ni faire appel quand on lui attribuerait sa propre cellule familiale lors de la prochaine cérémonie. Au moins, une fois Gabriel placé, il pourrait continuer à le voir parce qu'il ferait partie de la communauté. S'il était élargi, il ne le reverrait plus jamais. Ceux qui étaient élargis, même les nouveau-nés, étaient envoyés ailleurs et ils ne revenaient jamais dans la communauté. Papa n'avait eu à élargir aucun nouveau-né cette année et Gabriel aurait donc représenté un véritable échec, une vraie déception.
Même Jonas, qui pourtant ne passait pas autant de temps que son père ou que Lily, penché sur le berceau du petit, était content que Gabi n'ait pas été élargie. La première cérémonie commença juste à l'heure et Jonas vit les nouveau-nés recevoir leur nom, l'un après l'autre, et passa des mains des nourriciers à leur nouvelle cellule familiale. Pour certains, c'était un premier enfant, mais beaucoup de conjoints se rendaient à l'estrade accompagnés d'un autre enfant, rayonnant de fierté à l'idée de recevoir un petit frère ou une petite sœur. Tout comme Jonas le jour où il était devenu un 5 ans. Asher lui donna un coup de coude. « Tu te rappelles quand on a reçu Philippa ?» demanda-t-il d'une voix qui cherchait vainement à assourdir. Jonas acquiesça. Ce n'était que l'an dernier. Les parents d'Asher avaient attendu un bon moment avant de demander un deuxième enfant. Jonas soupçonnait qu'ils avaient attendu tellement, qu'ils avaient été tellement épuisés par la vitalité débordante d'Asher qu'ils avaient eu besoin d'un peu de temps pour récupérer. 2 camarades de leur groupe, Fiona et une autre fille du nom de Théa, étaient temporairement absentes, attendant avec leurs parents de recevoir un nouveau-né. Mais c'était rare qu'il y eût une telle différence d'âge entre les enfants d'une même cellule familiale. Quand le rituel qui la concernait fut terminé, Fiona vint s'asseoir à la place qui lui était réservée dans la rangée située devant Asher et Jonas. Elle se retourna et murmura « Il est mignon, mais son nom ne me plaît pas tellement. » Elle fit la grimace et rit. Le nouveau frère de Fiona avait été nommé Bruno. Ce n'était pas un nom super, pensa Jonas. Pas comme, comme Gabriel, par exemple. Mais ça allait. Les applaudissements du public, enthousiastes à chaque fois qu'un nouveau-né recevait son nom, s'amplifièrent démesurément quand un couple parental, rayonnant de fierté, reçut un nouveau-né masculin du nom de Caleb. Ce nouveau Caleb était un enfant de remplacement. Le couple avait perdu son premier Caleb, un charmant 4 ans. La perte d'un enfant était très très rare. La communauté était un lieu extrêmement sûr, car chaque enfant était surveillé et protégé par l'ensemble des citoyens. Pourtant, le petit Caleb était parvenu à s'éloigner sans qu'on le remarquât, et il était tombé dans la rivière. La communauté entière s'était réunie pour célébrer la cérémonie de la perte, murmurant le nom de Caleb pendant toute une journée, de moins en moins fréquemment, de plus en plus doucement au fur et à mesure que ce long jour lugubre s'écoulait, si bien que le petit 4 ans semblait s'être évanoui progressivement dans la conscience collective. Aujourd'hui, pour cette occasion particulière, la communauté accomplit la courte cérémonie du murmure de remplacement, prononçant le nom pour la première fois depuis la perte, d'abord lentement et à voix basse, puis plus vite et plus fort, tandis que le couple se tenait sur l'estrade, l'enfant endormi dans les bras de sa mère. Ce fut comme si le premier Caleb revenait. Un autre nouveau-né reçut le nom de Roberto, et Jonas se souvint que Roberto l'Ancien venait d'être élargi la semaine précédente. Mais il n'y eut pas de cérémonie de murmure de remplacement pour le nouveau petit Roberto. L'élargissement n'était pas la même chose que la perte. Il assista poliment aux cérémonies des 2, 3 et 4 ans, s'ennuyant toujours chaque fois un peu plus. Puis, après une pause pour le déjeuner servi dehors, ils reprirent leur siège pour les 5, 6 et 7 ans, et enfin pour la dernière des cérémonies du premier jour, celle des 8 ans. Jonas applaudit quand Lily s'avança fièrement vers l'estrade, devint une 8 ans et reçut la veste d'identification qu'elle porterait cette année. Celle-ci avait des boutons plus petits et pour la première fois des poches, signe qu'elle était maintenant assez mûre pour surveiller elle-même ses petites affaires. Elle écouta d'un air solennel la liste des consignes strictes concernant les responsabilités des 8 ans et le début du bénévolat. Mais Jonas voyait que Lily, bien qu'elle semblât attentive, regardait avec envie la rangée de bicyclettes flambant neuves qui seraient distribuées aux 9 ans le lendemain. L'année prochaine, Lily Loulette, pensa Jonas. Ce fut une journée épuisante, et même Gabriel, ramené du centre nourricier dans son couffin, dormit profondément cette nuit-là.
Enfin, le jour de la cérémonie des 12 ans arriva. Aujourd'hui, papa était assis près de maman, dans le public. Jonas les vit applaudir consciencieusement les 9 ans qui, un à un, quittaient la scène en poussant leurs bicyclettes neuves, ornées chacune d'une plaque d'identification rutilante à l'arrière. Ils savaient qu'ils durent se crisper un peu, comme lui d'ailleurs, en voyant Fritz, qui vivait dans l'habitation d'à côté, recevoir son vélo et se cogner presque aussitôt avec dans l'estrade. Fritz était un enfant très maladroit qui accumulait réprimande sur réprimande. C'était toujours pour des petites fautes, ses chaussures qui étaient à l'envers, ses devoirs qui n'étaient pas rangés ou une interrogation qui était mal préparée. Mais chaque faute de ce type renvoyait une image négative de l'éducation que lui donnaient ses parents et empiétait sur le sens de l'ordre et de la réussite qui régnait dans la communauté. Jonas et sa famille ne se réjouissaient pas à l'idée que Fritz eût sa bicyclette, qui serait sans doute trop souvent abandonnée dans l'allée plutôt que bien rangée à sa place. Les 9 ans finirent tous par se rasseoir après avoir rangé à l'extérieur le vélo qui attendrait son propriétaire jusqu'à la fin de la journée. Les gens plaisantaient toujours le soir où les 9 ans rentraient chez eux à vélo pour la première fois. Tu veux que je te montre comment en faire? Demandaient les amis plus âgés. Je sais que tu n'es jamais monté à vélo, mais immanquablement les 9 ans, qui en théorie transgressaient la loi en s'entraînant depuis des semaines, montaient sur leur vélo, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, et démarraient, parfaitement équilibrés, sans que les petits trous touchent jamais au sol. Puis ce fut le tour des 10 ans. Jonas n'avait jamais trouvé la cérémonie des 10 ans particulièrement intéressante. Juste bonne à prendre du temps, car on coupait alors les cheveux de chaque enfant selon les signes distinctifs de son sexe. Les individus féminins perdaient leurs nattes et les individus masculins abandonnaient aussi les cheveux longs de leur enfance pour adopter une coupe plus masculine qui dégageait les oreilles. Les travailleurs montèrent rapidement sur l'estrade et balayèrent les monceaux de cheveux coupés. Jonas vit les parents des nouveaux 10 ans s'agiter et murmurer, et il savait que ce soir, dans beaucoup d'habitations, il reprendrait les coupes faites à la hâte pour les égaliser. Les 11 ans, il semblait à Jonas qu'il y avait peu de temps qui s'était déroulé sa propre cérémonie des 11 ans, mais il se rappelait que ce n'était pas une des plus captivantes. À 11 ans, on n'attendait plus que de devenir un 12 ans. La cérémonie consistait seulement à marquer le passage du temps sans apporter de changements significatifs. Il y avait bien de nouvelles tenues, des sous-vêtements différents pour les individus féminins dont le corps commençait à changer et des pantalons plus longs pour les masculins avec une poche étudiée spécialement pour la petite calculette qu'ils utiliseraient à l'école cette année. Mais ces tenues étaient simplement remises aux destinataires dans leur papier d'emballage, sans discours d'accompagnement. Pause pour le repas du midi. Jonas prit conscience qu'il avait faim. Ses camarades de groupe et lui se réunirent autour des tables situées à l'extérieur de l'auditorium et sortirent le déjeuner. La veille, le repas s'était déroulé dans une atmosphère de gaieté, pleine de taquinerie et d'énergie. Mais aujourd'hui, le groupe était anxieux et se tenait à l'écart des autres enfants. Jonas regarda les nouveaux 9 ans graviter autour de leur bicyclette neuve, chacun admirant sa propre plaque d'identification. Il vit les 10 ans caresser leurs nouveaux cheveux courts, les individus féminins secouant la tête pour en éprouver l'inhabituelle légèreté sans les lourdes nattes qu'elles avaient portées si longtemps. J'ai entendu parler d'un type qui était absolument certain d'être nommé ingénieur, marmonna Asher pendant qu'il mangeait. Et au lieu de ça, on lui a donné l'attribution d'éboueur. Le lendemain, il est sorti, il a sauté dans la rivière, il a traversé à la nage et il a rejoint la première communauté qu'il a trouvée. Personne ne l'a jamais revu. Jonas rit. C'est une histoire inventée, Ash. Mon père dit qu'on la racontait déjà quand il était un 12 ans. Mais Asher n'était pas rassuré pour autant. Il surveillait la rivière qu'on apercevait derrière l'auditorium.
Je ne sais même pas bien nager. Mon instructeur dit que c'est parce que je n'ai pas la bonne flatulence ou quelque chose comme ça. Corpulence, reprit Jonas. Peu importe, je ne l'ai pas, je coule. De toute façon, est-ce que tu, est-ce que tu as jamais entendu parler de quelqu'un, je veux dire, quelqu'un de vrai, Achard, pas une histoire qu'on raconte, qui aurait rejoint une autre communauté? Non, mais on peut. C'est écrit dans le règlement. Si tu n'arrives pas à t'intégrer, tu peux faire une demande pour l'ailleurs ou être élargi. Ma mère dit qu'une fois, il y a 10 ans à peu près, quelqu'un a déposé la demande et est disparu le lendemain. Puis, il gloussa. Elle m'a dit ça parce que je la rendais folle. Elle menaçait de déposer une demande pour l'ailleurs. Elle plaisantait. Je sais, mais c'était vrai, ce qu'elle a dit, que quelqu'un l'avait fait une fois. Disparu du jour au lendemain. On ne l'a jamais revu, sans même une cérémonie d'élargissement. Jonas haussa les épaules. Cela ne l'inquiétait pas. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas s'intégrer? La communauté était si méticuleusement réglée, les choix étaient pris avec tant de soin. Même l'union des conjoints était étudiée tellement à fond qu'un adulte qui avait déposé une demande pour recevoir un conjoint pouvait attendre des mois ou parfois même des années avant qu'une union ne soit approuvée et annoncée. Tous les facteurs, caractère, niveau d'énergie, intelligence et centre d'intérêt, devaient se correspondre et s'équilibrer parfaitement. La mère de Jonas, par exemple, avait une intelligence plus élevée que son père. Mais son père était d'un tempérament plus calme. Ils s'équilibraient. Leur union, qui, comme toutes les unions, avait été surveillée pendant 3 ans par le comité des sages, avant qu'ils ne puissent déposer une demande d'enfant, était une union réussie. Tout comme l'union des conjoints ou le placement des enfants, les attributions étaient scrupuleusement mises au point par le comité des sages. Il était sûr que son attribution, quelle qu'elle fût, ainsi que celle d'Asher, serait la bonne. Et il avait juste hâte que la pause déjeuner se termine, que le public retourne dans l'auditorium et que le suspense s'achève. Comme en réponse à ce vœu non formulé, le signal retentit et la foule se dirigea vers les portes.